Bonjour les amis, bienvenue rue Crémieux dans le 12e arrondissement. C'est la rue la plus typique, la plus charmante du quartier, sans doute la plus instagrammée de Paname. Nous sommes à 2 pas de la gare de Lyon, du viaduc des Arts et de la place d'Aligre, connue pour son marché très populaire. Alors c'est un quartier qui se boboise, comme beaucoup dans Paname, mais vous allez voir qu'il a su garder un côté bon enfant, heureux et coloré. Allez, suivez-moi, on est parti pour un nouveau numéro de Paname. Cette semaine dans Paname, Yvan part à la rencontre de Christophe et ses 2000 couteaux japonais qu'il connaît sur le fil de la lame. Ce passionné nous livre les secrets d'un savoir-faire ancestral et initiera Yvan aux techniques d'affûtage. Au Japon, l'affûtage est un art à part entière. C'est-à-dire que c'est le complémentaire de la forge. Avec Frédéric Gersal, on se replongera dans le patrimoine historique de la RATP sur les rails de la mythique Voie des Finances. Mais est-ce qu'il y a des hold-up sur cette voie des finances? Alors non, en fait, il y a des cinéastes qui y ont pensé. Et sinon, on volait un bus? Mais vous êtes fous. Yvan ira à la Fabrique Nomade, un lieu unique dans Paname. Niché sous le viaduc des Arts, cet espace est un lieu de formation et d'intégration pour des réfugiés qui ont dû quitter leur métier en même temps que leur pays. On intègre des personnes qui ne parlent pas du tout français, ni même anglais. En fait, c'est le langage des mains. Yvan poussera les portes de la Tropicale, un glacier qui propose un tour du monde des parfums originaux, conçu par Titan, la propriétaire. On a envie de dire, venez avec nous en voyage. Ouais. Qui est prêt à monter dans le bateau? C'est une petite boule de glace, quoi. C'est même pas un gros billet d'avion. Mais pour commencer, allons prendre le pouls du quartier sur le marché d'Aligre à la rencontre de Zora, marchande de primeurs et de bonne humeur. Et c'est parti pour le show! C'est parti, tout le monde est chaud! Allez les enfants, 1 euro la banane, 1 euro la banane bio! Salut Zora! Bonjour Yvan! Comment ça va? Ça va très bien? Bon alors les bananes, comment se portent ce matin? Ah ben moi, c'est toujours... on est les rois de la banane parce qu'on offre aux clients une variété de bananes, à savoir banane classique, banane fressinette, la mini banane. Ouais, ça c'est Banane laquelle bio, ça? Fressinette. Elle vient d'Équateur, sinon j'ai de la banane bio et toujours au même prix, C'est-à-dire? 1 euro. Pas cher. Hein. Ah non, c'est pas cher. Mais à Ligre, c'est ça, hein? On te connaît toi ici pour les bananes? Oui, en toute essentiellement. modestie. Ouais, Modestie. Allez les enfants, on y va, 1 euro la banane, 1 euro la banane bio. On allume le feu là. Allumez le feu. Allumez le feu. Ah ouais, elle a de la voix, elle a de la voix. Alors chanter c'est quoi? C'est une passion, c'est un plaisir C'est une ou c'est passion. pour attirer le chaland? Ben, les trois. Les trois? Les trois en même temps. C'est, je voulais me distinguer de mes confrères qui appellent à la crier un peu plus fort que moi. Oui, parce que là c'est calme. Oui, mais le dimanche, ah oui, dès le dimanche, pas tout le comme monde, ça. tout le monde, c'est gosille. Hein. Allez, on est là pour faire les fous, on est là pour boire un coup, et pour se reboire un coup, et pas payer nos verres pour boire un coup. Et je dirais même un bon coup. Vous chantez aussi, madame? Entre nous, dans les balles populaires, sur les balles populaires. Bravo, madame. Vous venez chanter avec Zora? Ah oui, moi je l'adore. C'est vrai? Ah oui, je l'adore. Vous Quand connaissez elle- depuis combien de temps maintenant? Ouh, on compte plus. Délice. C'est-à-dire, et vous êtes une habituée du marché? Ah oui. Ça, c'est un marché vivant que j'adore. C'est votre quartier? Pas du tout. Pas du tout, vous venez? Ben, vous savez que quand on a une petite retraite, on fait des kilomètres pour trouver des prix à ceux-là. D'accord. Et vous venez d'où? De Vincennes, monsieur. C'est les Sur la bourgeois. ligne. Allez, bonne journée, madame. Allez les enfants, 1 euro le kilo de banane, seulement dirais-je. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce marché, justement? Le fait de rencontrer des personnes qui sont tous d'un milieu différent, on ne sait pas s'il est avocat ou autre chose, et puis on parle en toute simplicité. Bonjour monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est 1 euro le kilo? Oui, c'est ça va ça? Oui, ça va. Un peu plus monsieur, je crois qu'il y a 1,10 € ou... On se connaît depuis 10 ans. Hein. Oh, plus, madame. Non, parce que j'ai commencé ici en 2008. Oui, 12 ans quoi. Je suis toujours dans le quartier depuis plus de 40 Mais ans. ça me fait plaisir de vous voir. Depuis 40 ans maintenant? Oui, monsieur. Et je ne veux déménager pour rien au monde. Bah, tant mieux. J'ai des amis qui viennent du sud. Je suis du Pays Basque, Biarritz, Bayonne et tout ça.
quand ils me voient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible. On a l'impression qu'on est comme en province. Ils avaient une image de Paris où les gens ne se parlent pas, tout le monde est stressé, vous voyez. Et quand ils me voient discuter avec le boulanger, avec le commerçant du quartier, tout ça, mais ils me disent, mais c'est pas possible. Mais Paris, Oui, 1 euro le kilo. c'est des villages, Paris. Ce sont des villages, absolument. Allez les enfants, 1 euro le kilo de banane, seulement dirais-je. Et alors, quand ça débite vraiment, tu vends jusqu'à combien de kilos de bananes par... Le dimanche, Ouais, le 2000. dimanche. 2000, On est arri- oui, c'est 2000 arrivé. kilos 2000 kilos. 2 tonnes de bananes. Et puis on est arrivé à vendre 1500 melons en une seule journée. Et non seulement ici, c'est pas cher, mais il faut savoir qu'à la fin du marché, vous Le bradez dimanche, pas, vous donnez... en fin de semaine, Ouais. en fin de semaine, à partir de midi, on commence à baisser les prix. Par exemple, la banane ne se conserve pas jusqu'au mardi. Alors, inutile de la conserver pour la jeter le mardi. Donc, on baisse au maximum. Et ce qui reste, les invendus, on les donne. Oui, effectivement. Bah écoute, Zora, je vais te laisser à tes clients. Merci. Je te laisse bosser. Allez, on se quitte avec une chanson d'Aznavour. Je me voyais déjà Bah voilà. en haut de l'affiche, en 3 fois plus gros que n'importe qui, mon Salut, nom Zora. s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking. Le Japon et la France ont en commun la passion pour la gastronomie. Le couteau, outil de base, en est le lien. Juste derrière la halle de la place d'Aligre, on retrouve Christophe qui affûte et vend des couteaux hors du commun. De véritables œuvres d'art. Get along and so you're back from outer space. Salut Christophe. Salut Yvan, Waouh. bienvenue. Merci, belle collection. Ouais. Dis-moi, pour un petit cuisinier amateur comme moi, il faut combien de couteaux? Je dirais un minimum 2. Il faut un grand, un petit, et c'est au choix de l'utilisateur de savoir avec lequel il va se sentir le plus à l'aise. Ok, un petit comment? Concrètement, ça donne ça. Les petits, on peut considérer que celui-ci est le plus petit, c'est celui qu'on appelle communément le couteau d'office. Ça sert à quoi? Ça permet de tourner une tomate, éplucher le cas échéant. Et après un grand, un plus grand. Alors, le grand, ensuite, il va être à choisir parmi ses éminceurs. C'est vrai que le D'accord. couteau de chef, Couteau de chef. qu'on voit un peu partout, communément, qui est très anguleux, donc il va permettre de travailler sur tout un tas de différents gabarits en rebond sur la planche. Ouais. En revanche, celui-ci, là, c'est un tranche-lard chez nous, donc on s'en servait vraiment pour trancher de lard, un couteau de boucher, quasiment. Mhm. Au Japon, c'est plus un couteau pour travailler le poisson. Donc on va lever les filets et on va portionner, on va tirer l'avantage de toute la longueur de la lame pour vraiment faire une découpe unique, propre, sachant que la découpe au Japon, c'est la dernière étape avant consommation, donc elle doit être nickel. Parfaite, à la Voilà. japonaise. Nous, on est plus dans une cuisine de transformation, même si on vient tout doucement sur ce versant japonais. Alors, dis-moi, quand je vois des couteaux comme ça, est-ce que je peux voir qu'ils sont déjà à l'œil nu de bonne qualité? Est-ce que ça se voit? Alors, sur les couteaux japonais, il y a une chose assez simple, c'est que c'est du multicouche. Là, c'est 3 couches, c'est le basique. Mais après, quand tu vas avoir, comme sur ces lames... Là, il y en a sans des problème, absolument incroyables. D'abord, c'est un spectacle à voir. Tellement ils sont beaux. Alors, là, on va avoir la même structure, c'est-à-dire un cœur, qui est au centre, toujours, et sur les côtés, un nombre de couches plus ou moins important, qui, après effilage, c'est-à-dire quand on donne la pente au couteau pour arriver sur le fil, laisse apparaître autant de courbes de niveau qui sont autant de couches agglomérées. C'est ça la particularité du couteau japonais. C'est le il y damassé a du- laminé de Oui. corroyage. C'est ultra sophistiqué, un couteau. Au Japon, ils ont érigé ça en une sorte d'art. On a, au nombre des forgerons avec lesquels on travaille, il y a des trésors nationaux qui sont l'équivalent des meilleurs ouvriers, mais en plus, parce qu'ils ont une considération aussi dans la culture et la société japonaise bien plus importante que chez nous. Ça vaut combien, ça? Ça vaut cher. Ça vaut 600 €. 600 €. Ouais. Ouais, mais c'est pour toute la vie. Celui-ci, oui, il faut espérer. Ouais. Alors, l'usage du couteau aussi, il requiert un petit peu plus de précaution qu'un couteau lambda qu'on aurait acheté, qui est inoxydable et qui est, résilient au choc et tout. Donc, ça s'entretient, ça s'affûte. C'est un peu la clinique du couteau ici. On reçoit des couteaux de peu partout. Ça aussi, c'est tout un art. Il n'y a pas que les fabriquer, il y a aussi les affûter et les Aiguisés. aiguiser. Alors, C'est pas la même chose. Non, le distinguo, il réside essentiellement dans le fait qu'affûter consiste à
refaire un fil, donc enlever de la matière pour recréer l'affût du couteau. L'aiguisage va consister à entretenir cette étape-là. Et là, tu vas faire quoi, alors? Là, de l'affûtage. L'affûtage. Tu vois, ce couteau, il est ébréché, à force d'usage, il est un peu endommagé. Donc là, on est obligé vraiment d'enlever un peu de matière pour bien refaire quelque chose d'homogène et de tranchant. Là, on a un petit dispositif avec une pierre d'affûtage. Ce sont des pierres en céramique qui sont calibrées, c'est comme le papier de verre. On va travailler en montant et en descendant alternativement. Donc là, je vais lisser la lame et ici, je vais couper la lame. Je peux juste prendre ta place et que tu me Ouais, montres bien comment sûr, il faut bien faire, sûr, parce bien que je sais que tu enseignes aussi, hein, quand Oui. la période est favorable, l'art d'affûter. Alors d'abord, il faut mouiller. Voilà. Alors, une première chose qu'on enseigne souvent, on va considérer que le couteau, c'est comme une raquette de tennis. Tu vas avoir un coup droit qui va être comme ça Et un revers. pour travailler, et le revers où tu vas venir mettre ta main en opposition ici. D'accord. Voilà. Là, on Donc va travailler le coup droit. Le coup droit, allez. Et là, je fais n'importe quoi. Ouais, donc là, il faut revenir, voilà, il faut Comme ça. revenir en montant, descendant, et surtout, tu peux déplacer un petit peu la lame pour bien travailler tout le... Voilà. Au Japon, l'affûtage est un art à part entière. C'est-à-dire que c'est le complémentaire de la forge. Je vais te laisser faire parce que je vais pas abîmer ce couteau de chef, j'imagine. Merci beaucoup, Christophe. Laissons là les fines lames des chefs et des apaches pour plonger dans un vrai décor de polar. Le viaduc du métro de la ligne 5. Celui dont la courbe est la plus resserrée et qui grince à l'envie. Alors, je me demande bien pourquoi Frédéric Gersal m'a donné rendez-vous dans ce square qui est loin d'être le plus beau de Paname, puisqu'il est coincé entre le pont d'Austerlitz, le métro, et devant l'Institut médico-légal, qu'on appelle plus communément la morgue. Enfin, il doit avoir une bonne raison. Là, d'ailleurs, je le vois qui s'agite là-bas, je vais le rejoindre. Venez, venez! Ah, mon cher Yvan. Frédéric, Ah! vous me surprendrez toujours Mais dans pourquoi le choix de vos rendez-vous. Pourquoi ici, dans ce square, qui n'est pas le plus beau, hein? Ah non, c'est ni le plus beau ni le plus kitsch. Mais par contre, c'est le quartier, moi, qui m'intéresse. Ouais. Avec plusieurs aspects, notamment la petite place qui se trouve en face, qui est la place Mazas. Jacques, François, Marc Mazas, colonel, s'il vous plaît, du c'est Premier l'armée- Empire. Oui, bah oui, c'est de l'armée Napoléon. napoléonienne. Oui, absolument. Il est mort à Austerlitz. Ah. Quand l'empereur est rentré, après cette victoire tonitruante, il a dit j'aimerais bien qu'il y ait une place qui soit consacrée à ce brillant colonel, mort pour la France, pas loin du quartier d'Austerlitz. Et sur cette place et autour de cette place est née une prison. Vers 1850, a été érigée la prison Mazas. C'est la première prison cellulaire à Paris. Jusque-là, les détenus étaient installés dans de véritables dortoirs, si vous voulez. Hein, tous amassés les uns à côté des autres, les fers aux pieds. Là, on les place dans des cellules. On reprend le principe des religieuses et des religieux dans leur monastère. On leur donne une chambre, c'est-à-dire dans la journée, ils travaillent tous ensemble. Et puis le soir venu, on les enferme dans leur cellule où ils passent la nuit. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette prison Mazas? Cette prison a été entièrement détruite avant la fin du 19e siècle, en 1898. Parce qu'on ne voulait pas que, pour l'exposition universelle de 1900, les voyageurs, les touristes français ou étrangers qui descendaient du train à la gare de Lyon, C'est juste là, ouais. oui, tombent devant cette prison qui n'était pas très agréable. l'un des plus beaux monuments de Paris. Alors, c'est la seule merveille du quartier, là, une prison qui n'existe plus. Ah non, si je vous ai fait venir, c'est que j'avais d'autres choses, un trésor à vous faire connaître, à vous faire... Est-ce que vous connaissez la Voie des Finances? Non, ça me dit rien. Là, ça n'a rien à voir avec le ministère du même nom. Non. C'est une voie souterraine. C'est une voie qui appartient à la RATP, figurez-vous. Vous voulez connaître ça? Histoire, bah oui, évidemment. C'est le moment d'aller toucher la paye. C'est vrai? Tu Oui. me suis, alors? Allez, venez, Bah, on est parti. on y va. La Voie des Finances, c'est Oui. quoi ce truc? Ah, Frédéric, vous me vendez encore du rêve. Ah, j'adore Je ça. m'attendais à une voie des finances et tout au plus, je vois quoi? Une voie de bus. Ah oui, si vous voulez. Mais c'est parce que nous sommes au-dessus. Ah. Elle est inaccessible. Ah bon? Ah oui, on ne veut pas nous la montrer. Mais elle existe toujours. Elle ne sert plus, pour tout vous dire. Mais en elle fait, a servi. Elle a servi. Et vous savez que chaque station du métro, vendant ses billets, sa billetterie, évidemment, il y avait des revenus. Évidemment, il y avait des finances. Et il fallait chaque soir venir ramasser La recette. la recette du jour.
Et c'était la dernière rame de chaque ligne qui partait du terminus et on Avec disait, les cassettes. mais qui ramassait les cassettes au fur et à mesure. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'elle avançait, de station en station, les chefs de station descendaient sur le quai et attendaient avec leur boîte à finances. Puis, au fur et à mesure que la rame croisait d'autres rames, d'autres lignes, finalement, il ne restait que 2 rames, celle de la ligne 1 et celle de la ligne 5. Et ces 2 rames se retrouvaient dans un goulot, si vous voulez, et là, on n'en formait plus qu'une. Et à ce moment-là, elle s'engouffrait dans une voie et rejoignait un petit train électrique qui était vraiment la voie des finances. Là, ce petit train électrique était sur une voie très étroite de 60 cm de large, qui est très étroit quand même. Hein, Oui, c'est pas large, ça fait à peine la moitié de ça. Ben voilà, et qui emmenait, qui transportait alors les finances définitives sur une voie qui se trouvait entre le quai de la Râpée et la gare de Lyon. Donc on est quai de la Râpée et gare de Lyon. Donc on est juste au-dessus. On est juste au-dessus. Et il y avait des coffres forts? Oui, il y avait des coffres forts. Après, il s'arrêtait à un quai définitif, ce petit train électrique, où là, on descendait ça dans des coffres forts avec des portes blindées. Enfin, tout était évidemment préparé pour. Et ça a duré jusqu'en 1967. Ça a duré une trentaine d'années. Mais est-ce qu'il y a des hold-up sur cette voie des finances? Alors non, pas à ma connaissance. Ça aurait pu donner des idées. En fait, il y a des cinéastes qui y ont pensé. Évidemment, cette voie des finances a fait rêver pas mal de créateurs qui ont imaginé dans des films certains vols, certains détournements de fonds, effectivement. Et sinon, on volait un bus? Mais vous êtes fous. En plus, ça peut se louer, il n'y a pas besoin de le voler. Ah bon? Mais montée interdite, on monte quand même? Ah ben allez-y, je vous emmène. Oh là là, c'est chic. Ce n'est pas en bus mais en trottinette qu'Yvan rejoint la fabrique nomade. Un atelier boutique logé sous une des arches du viaduc des Arts où nous attend Inès Mesmar, sa fondatrice. Inès, qu'est-ce que c'est exactement la fabrique nomade? Alors, la Fabrique Nomade, c'est une association qui agit pour l'insertion professionnelle des artisans réfugiés, donc émigrants, donc des artisans d'art. En fait, la grande difficulté qu'ils rencontrent, c'est leur expérience professionnelle dans leur pays n'est pas reconnue ici. Donc, ils sont face à ce frein-là. Toute expérience à l'étranger n'est pas reconnue. Donc, ici, c'est un démarrage de fait à zéro. Souvent, ce sont des personnes qui vont être orientées vers les métiers en tension, comme la sécurité, le BTP, la restauration, alors qu'à la base, ils ont un métier, ils ont un savoir-faire, ils ont un parcours et une histoire professionnelle. Mais justement, il faut remplir quels critères pour arriver chez vous? Alors, c'est d'abord le critère du savoir-faire. Donc, c'est des personnes qui sont passionnées, pour qui le métier a un vrai sens, parce que ça fait partie vraiment de leur identité. Donc, ça, c'est vraiment le premier critère de recrutement des artisans. Ouais, et parmi les critères pour venir ici, il faut parler le français, j'imagine, ou pas vraiment? Pas vraiment. On intègre des personnes qui ne parlent pas du tout français, ni même anglais. En fait, c'est le langage des mains. Donc, Inès, on a d'un côté, derrière nous, l'atelier, la fabrication, puis il y a aussi une partie boutique qui est accessible au public. Hein. On peut venir acheter des objets fabriqués par les artisans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a alors? On présente dans la boutique des objets qui vont du bijou au prêt-à-porter, à l'objet maison, à l'objet déco. Donc on a une gamme assez large et effectivement, chacun des objets porte un peu l'histoire de chacun des artisans, puisque l'objectif, c'est de valoriser leur savoir-faire. Il y a un atelier, donc bijoutière. Oui. Bijoutière. Parce que Ce sont des bijoutières, ce sont 2 femmes. Je vous présente Razalé. Bonjour Razalé. Vous êtes arrivée quand dans cet atelier? Je suis arrivée en 2019, avril 2019. Et en France, vous êtes arrivée quand? C'était en septembre 2004. 2004. Oui. Ok. Et vous êtes de quelle nationalité? Je suis iranienne. Et avant de contacter la Fabrique Nomade, vous avez essayé de trouver du travail en France en tant que bijoutière? Oui, en tant que bijoutière, non. Et pourquoi? Parce que j'avais pas la confiance en moi et je pensais que j'ai tout perdu, en fait. J'ai regagné ici, dans cette formation à la Fabrique Nomade, c'était ma confiance tout d'abord. Et après le passage dans la Fabrique Nomade, vous allez faire quoi? Vous avez déjà une idée? Je suis en train de faire mon entreprise. Ok, bah super, je vous souhaite une bonne chance et que ça marche. Merci. Can you tell
Je vous présente Anna Karina, qui vient du Venezuela. Qu'est-ce que vous faites là? Et j'utilise la technique de flame painting, Cooper. Flame painting. Oui, c'est la peinture à la flamme. Peinture à la flamme. Ça permet de faire quoi exactement le flame painting? Color. Ah, d'accord. L'oxydation avec feu, pas peinture. Je peux juste essayer? Bien sûr. Alors, je prends ça comme ça. Uh-huh. Et alors là, je suis censé faire quoi? Montre-moi. Chut. Juste comme ça? Comment? Oui, oui, Tout doucement. doucement, oui. Waouh. Donc, il faut être très, très patient, alors. Oui, et patience. Eh oui. C'est le maître mot des artisans d'art, la patience. Oui. Là, ça change de couleur. Oui. Ça commence à être un petit peu plus Oui, fuchsia, et là. Il faut arrêter. Oui, arrêter un peu. Je vais te laisser faire, parce que c'est ton métier et c'est tout un art, il faut savoir le faire. C'est super. C'est la première fois que je vois ça. Oui, à la fin, le résultat final, c'est un peu comme ça. Et en France, ça existe, cette pratique? Non, non, il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé encore. C'est génial, parce que c'est vraiment un talent qui est venu grâce à l'immigration. Bravo. Ben, merci beaucoup, Anna Karina. Je vais te laisser travailler, continuer. Et puis, j'espère que ça va marcher pour vous, mais ça va marcher parce que vous êtes plein de talent. Plein de talent. Bravo. Pour clore notre balade autour du quartier d'Aligre, Yvan a rendez-vous maintenant avec Titan, qui vient de s'installer derrière cette façade bleu lagon. Son glacier, la Tropicale, entreprise créée par ses parents dans les années 70 et pionnière des parfums exotiques à Paris. Bonjour, Titan. Bonjour. Il y en a qui ont toujours un verre à la main. Toi, tu as toujours une glace à la Moi, j'ai main. toujours une glace à la main. Qu'est-ce que tu goûtes? Là, j'ai plombière avec du fenouil, une vieille recette revisitée. Ah oui, vraiment revisité, parce qu'une plombière, c'est avec des ouais. fruits confits, c'est pas avec du fenouil. Voilà, on a confit le fenouil et puis avec de l'orange et on s'est dit avec du kirsch, on s'est dit tiens, on va revisiter la plombière, on va faire un truc un peu rigolo. Ici, on fait très attention à la saisonnalité, hein, c'est Ouais, très important. C'est très important. Donc agrumes, pommes, poires, c'est les seuls fruits qu'on va trouver ici. Bon, allez, je te laisse terminer ta Merci. plombière. Tu me montres comment tu fabriques tes glaces. Ok, super. On va en cuisine? On va faire quoi, là? Non, allez, explique-moi. On va faire Bon, là- quelle glace on va faire, là? Là, on va te montrer comment on fait le sorbet pomme chiso. Et là, on a une pomme rainette de fin de saison. La rainette du Mans. Mais la rainette du Mans, Ah exactement, magnifique. Très bonne pomme. Donc du coup, elle a un peu d'acidité, Oui. c'est ce qui nous intéresse dans ce sorbet-là. Et ça, c'est quoi? Donc le shiso, c'est une herbe qu'on retrouve au Japon, mais aussi au Vietnam. Tu veux que les gens voyagent, découvrent, sortent des sentiers battus Voilà, c'est ça. en mangeant tes glaces. C'est un état d'esprit voyageur. Et en fait, quand on fait un autre petit voyage à travers la création d'une recette, on a envie de dire bah, venez avec nous en voyage. Ouais. Qui est prêt à monter dans le bateau? C'est une petite boule de glace, quoi. C'est même pas un gros billet d'avion à 15 000, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on fait, là? On Donc mixe? là, on va faire le jus. Bah, allez, vas-y. C'est parti. Alors, ça y est, on a notre jus, là, que je le montre, regarde. Belle couleur, Ah hein. ouais, il n'y en a pas Ouais. partout. Hein. Attention. Hop là. Donc ça donne cette espèce de... Ah oui, là, on voit le côté pâte Donc on sucrée. voit les petites du chiso. Ouais. C'est un côté caramélisé, mais bon, c'est parce que la pomme s'oxyde. Là, ça te plaît? Ah oui, oui. Et en fait, après, elle va s'éclaircir au turbinage. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You tease Et là, il faut combien de temps pour arriver à faire cette glace, là? Là, on en a à peu près pour 15 minutes. Ah oui, ça va vite. Ben, on va attendre, hein. On va attendre avant de te déguster. once I loved and I was a guess. Soon turned out. Ah, Ouh, voilà ce qu'on a préparé. ça, c'est la glace qu'on vient de faire. Enfin, Voilà. qu'on vient de faire, que Naomi vient de faire. Que Naomi vient de faire. Des fois, si elle me plaît pas, je me dis, tiens, on va peut-être la changer. Ah oui. Ah, le goût de pomme, incroyable. Mais c'est un peu la pomme qu'on mange sous le pommier, ça. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. avec grand Titan. plaisir, C'était un c'était vrai sympa. bonheur.
Merci à vous de nous avoir suivis pour cette balade extraordinaire dans ce quartier qui est très sympa quand même. Ah ouais, très joli quartier. En tout cas, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr, venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et moi, j'ai une mission, c'est de terminer la glace. Ça peut être trop difficile normalement. Je vais y arriver. Bonjour les amis, bienvenue rue Crémieux dans le 12e arrondissement. C'est la rue... Oh merde, putain. Ça déménage. Je sais pas si ça me va. Pourquoi pas, hein, on peut toujours essayer. Et allez, on est parti pour ce... Non, ça va pas, je dis n'importe quoi.